Christophe. Vous êtes marié? Voilà une question bien personnelle. C'est pour savoir si vous pouvez me donner des conseils pour draguer les filles. Beaucoup de romans de pièces de théâtre parlent d'amour et de flirt, tu sais. Même Molière s'est essayé à la comédie galante avec la princesse d'Élide. Vous êtes sûr? J'en ai jamais entendu parler. Ce n'est pas sa pièce la plus connue, je le reconnais. Je vais vous la raconter et vous jugerez s'il y a des conseils utiles. Merci. Bonjour chers élèves, je suis le comte de Noailles, et après la représentation du mariage forcé en janvier 1664, Molière se préparait à un grand défi, la grande fête royale appelée les Plaisirs de l'île enchantée, prévue pour le mois de mai. Molière avait 3 pièces en chantier, le Misanthrope, dont il avait déjà fait quelques lectures de l'acte 1, Don Juan, qu'il avait presque terminé, et surtout le Tartuffe, qu'il comptait représenter sous peu. Mais 2 imprévus apparurent. D'abord, le départ du comédien Brécourt pour la troupe concurrente de l'Hôtel de Bourgogne. Il fallut trouver un remplaçant, et Molière réussit à débaucher André Hubert de la troupe du Marais, ce qui n'était pas un mince exploit, puisqu'il n'était autre que le fils des propriétaires du théâtre du Marais. Et toc, remonte ton slibard, Lothar. Le deuxième imprévu, et pas des moindres, est la grande fête de printemps que Louis XIV avait prévue dans les jardins du Petit Versailles. 2 raisons à cette fête. Faire oublier la fête de Vaux-le-Vicomte d'il y a 3 ans, qui a conduit à l'emprisonnement de Fouquet, toujours en procès en 1664, et aussi honorer la maîtresse du roi, Louise de la Vallière, qui venait d'accoucher du fils illégitime du souverain en novembre 1663. Est-ce que je suis votre maîtresse préférée? Le thème de la fête était un passage du roman Le Roland Furieux, où le preux chevalier Roger est retenu sur une île enchantée par une jolie magicienne. Toute ressemblance avec Ulysse et Calypso étant bien sûr totalement assumée, d'où le nom de la fête, les Plaisirs de l'île enchantée. Ces fêtes de 3 jours vont durer en réalité 1 semaine. Le premier jour avait lieu une parade avec les comédiens de Molière, avec une course. Le deuxième jour, la troupe représenterait une pièce galante qui devait coller au thème de la fête. Molière a donc dû abandonner toutes ses pièces en chantier et s'essayer à la comédie galante. Autrement dit, une comédie où le flirt et la naissance du sentiment amoureux sont l'enjeu principal, ce qui n'était pas vraiment sa spécialité. Ah! Difficulté supplémentaire, il fallait que ce soit une comédie-ballet, pour inclure Lully et Beauchamp, respectivement musiciens et chorégraphes, le fameux trio d'or qui existe depuis 3 ans. Pour la princesse d'Élide, Molière s'inspira d'une pièce de l'auteur espagnol Agustín Moreto, Dédain contre Dédain. Molière ne fit que déplacer l'intrigue, non pas en Espagne, mais en Grèce antique, à Élide, la province d'Olympie. D'ailleurs, j'aurais pu l'avoir, cette idée. Certainement. D'ailleurs, je l'ai eue, cette idée. Comment? C'est mon idée. Mais non. C'est mon idée. Très bien, monsieur. S'inspirant aussi du roman Clélie de Scudéry, très en vogue à la cour, qui mettait en scène une princesse grecque indifférente à l'amour. C'était la mode à l'époque. Malheureusement, pressé par le temps et devant travailler de concert avec Lully et Beauchamp pour les ballets, Molière ne put versifier que le premier acte sur les 5 et bâcler les scènes. La pièce, encore aujourd'hui, est donc inachevée, avec un acte et une scène de l'acte 2 versifiée et tout le reste en prose. Maintenant vous savez pourquoi. C'est une comédie galante et une comédie-ballet en 5 actes, dont un en vers, représenté pour la première fois le 7 mai 1664 dans les jardins de Versailles, probablement à l'emplacement de la fontaine aux coquillages ou bosquet des rocailles. La pièce possède 10 personnages, 4 femmes et 6 hommes, mais si on inclut les ballets et les intermèdes, il y a beaucoup plus de personnages, des chasseurs, des bergers et même un satyre. La princesse, elle est qualifiée ainsi toute la pièce, on ne connaîtra donc pas son vrai nom. Ah bon, il n'a pas de prénom? Elle est le personnage principal, celle qui donne son nom à la pièce. Princesse d'Élide, elle prend la déesse Artémis pour modèle, autrement dit une vierge chasseresse qui refuse l'amour, voire qui prend l'amour en horreur, et qui a pour but de rester célibataire toute sa vie pour rester libre. Liberté! La princesse est certes présentée comme très belle, courageuse, sûre d'elle, sportive et dans une quête de liberté, mais elle n'est pas exempte de défauts. Elle est arrogante,
colérique, méprisante vis-à-vis des hommes et même des femmes amoureuses. Elle ne supporte pas de voir le prince Eurial mépriser ses charmes et elle finit la pièce complètement jalouse, refusant à sa cousine le possible bonheur d'épouser le beau Eurial. Bref, elle n'est pas du tout sympathique. Ma parole, des engins comme vous seraient fournis avec une notice, hein. La fière princesse fut jouée par Armande Béjart, 22 ans, la jeune épouse de Molière, qui prenait donc la première place d'actrice à Madame de Brie et Madame du Parc, reléguées, elles, à des rôles secondaires. Eurial, c'est le prince d'Ithaque, qui est une évidence référence à Ulysse. Ce prince est beau, jeune, sportif, intelligent, sans défaut notable, bref, un vrai chevalier blanc. Il est amoureux de la princesse d'Élide, il l'avoue dès le début de la pièce, mais il apprend vite comment la princesse méprise l'amour et parle sèchement à tous ses prétendants. Il a alors l'idée d'utiliser les mêmes armes contre elle. Lorsqu'il est présenté à la princesse comme concurrent des jeux presque olympiques organisés par le père de la princesse, il joue l'indifférent et prétend n'être là que pour le sport et n'avoir aucune prétention sur son cœur qu'elle n'aimera jamais personne. Durant toute la pièce, il déjouera les efforts de la princesse pour attirer son attention et même pour le rendre jaloux. Ce n'est qu'à la fin de la pièce qu'il avouera son amour et son stratagème. Eurial fut joué par Lagrange, 29 ans, habitué au rôle de jeune pronom. Moron, ce bouffon de la princesse est un vrai valet de comédie, et comme d'habitude, Molière s'est taillé un rôle sur mesure. Il est le personnage le plus présent sur scène, 19 scènes sur 24, et il est aussi dans la plupart des intermèdes musicaux, faisant le lien entre la pièce et les intermèdes. C'est un arlequin, peureux, grotesque, singeant parfois ses maîtres, entremetteur, car originaire d'Ithaque, et souhaitant donc la victoire amoureuse d'Eurial sur sa maîtresse. Il tombe amoureux de Phyllis, servante de la princesse, ce qui en fait un parallèle amusant entre le couple Moron-Phyllis d'un côté et Eurial la princesse de l'autre. Moron fut bien sûr joué par Molière, 42 ans, les 2 premières lettres de son personnage le désignant évidemment. Phyllis, c'est la servante de la princesse, courtisée par Moron. Elle n'est présente que 7 scènes, dont 4 rôles et muettes, mais elle introduit un autre niveau de rapport amoureux, celui des valets. Contrairement à la princesse, qui récuse tous ses prétendants, Phyllis aime être courtisée, et manifeste de l'intérêt pour 2 personnages. D'abord Moron, même si elle a avec lui un comportement ressemblant beaucoup à ce qu'était la femme de Sganarelle dans le cocu imaginaire, autrement dit une fausse indifférence, voire un mépris affiché et une envie de le rendre jaloux. Le deuxième soupirant est Tircis, présent uniquement dans les intermèdes, dont elle semble destinée. Alors prends-toi en main. C'est ton destin. C'est ton destin. La bergère Phyllis et le berger Tircis sont le couple des comédies pastorales. Elle aime l'écouter chanter et enjoint à Moron de chanter aussi bien que Tircis, ce qui est le sujet d'un intermède comique. Tu descends. Pourquoi faire? C'est ton destin. Phyllis est bien sûr jouée par Madeleine Béjart, 46 ans, une habituée des rôles de servante. Arbat, c'est le gouverneur d'Eurial, très peu présent puisqu'il n'est là que 6 scènes, il est un bon personnage de soutien et de confident. Il est d'un âge avancé, assez pour avoir connu le prince enfant, il est plein d'affection quasi paternelle pour Eurial, et il est content de le voir amoureux d'une jolie princesse. Il l'encourage, même s'il ne comprend pas toujours les intentions de son protégé. Tout ce que tu auras de moi, c'est mon appui. Et mon respect. Arbat fut joué par La Torillière, 38 ans. Aglante, la cousine de la princesse, est présente 13 scènes, dont tout un acte où elle reste muette. Et bien que princesse, au même titre que le personnage principal, elle n'est qu'une demoiselle de compagnie, qui partage l'affection de la princesse d'Élide pour la nature, mais qui est prête pour l'amour, contrairement à sa royale cousine. Elle a la sagesse de la mettre en garde contre ce rejet de l'amour, pensant que Cupidon saura se venger. À l'acte 3, puisque la princesse fait croire qu'elle est amoureuse d'un de ses prétendants, Eurial répond qu'il est amoureux d'Aglante. Cela met la princesse en fureur et elle enjoint Aglante de refuser ce mariage. Malgré le très beau parti que pourrait lui occasionner de telles épousailles, Aglante accepte d'obéir à sa cousine, ce qui montre sa dévotion envers elle, la plaçant au-dessus de son bonheur personnel. Elle accepte sans rien dire un autre prince à la fin de la pièce. J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Aglante fut jouée par Madame du Parc, 31 ans. Cynthie, cette autre cousine de la princesse, a un rôle plutôt oubliable. Présente 10 scènes, dont 6 muettes, elle est un reflet d'Aglante. Les 2 rôles auraient d'ailleurs pu fusionner sans problème.
Elle est étonnée que Moron se mêle d'aimer, elle met en garde la princesse d'Élide de trop réussir son coup de se faire aimer d'Erial, elle raconte les exploits sportifs d'Erial au début de l'acte 3, et elle n'ouvre plus la bouche jusqu'à la fin de la pièce, même quand on lui désigne un mari. Cynthie fut jouée par Madame de Brie, 34 ans. Aristomène, le pauvre prince de Mécène, prétendant éconduit de la princesse d'Élide, n'a que 5 scènes, dont une muette, une par acte, à part l'acte 3 où il est carrément absent. Pourquoi pauvre ? Eh bien parce qu'il est celui dont la princesse d'Élide prétend être tombée amoureuse pour rendre Urial jaloux. Sauf qu'il y a cru, lui, et il est venu comme une fleur à l'acte 4, les cœurs surgissant des yeux, avant de se faire sèchement rembarrer par la princesse qui l'accusa d'être trop crédule. Heureusement, Aristomène est sage, ou du moins pragmatique, il accepte la proposition du roi d'Élide d'épouser une des 2 cousines à la fin de la pièce, parlant pour Théocle et lui. Aristomène fut joué par Ducroisy, 38 ans. Théocle, le prince de Pyle, est un tout petit rôle, venu pour faire le nombre et montrer que la princesse a plusieurs amoureux et non un seul. Sinon, son rôle aurait pu fusionner avec Aristomène. Il n'a que 4 scènes, une à l'acte 1, une à l'acte 2, et on ne le revoit qu'à la fin pour ses 2 dernières scènes muettes. En tout, il n'a que 3 répliques. Il fut joué par Louis Béjart, 34 ans, plus habitué au rôle de valet que de prince. Iphitas, le roi d'Élide, père de la princesse, est évidemment un bon roi, Molière ne pouvant donner de mauvaises images à un souverain. Il est donc sage, affable, assurant à la fin de l'acte 2 à sa fille qu'il ne la forcera jamais à avoir un époux, mais il avoue aussi avoir organisé ses jeux pour attirer tous les beaux partis de la Grèce, afin que sa fille puisse faire son choix. Une démarche qui fait beaucoup penser au père du prince dans Cendrillon. On ne le revoit plus qu'à l'acte 5, où il accepte volontiers la demande en mariage d'Uriel à sa fille, pourvu qu'elle accepte également. Il joue un peu avec les demandes et emportements de sa fille, la mettant face à ses contradictions, et il proposa enfin aux 2 autres princes d'épouser les 2 cousines, dont il a la responsabilité manifestement. Iphitas fut joué par André Hubert, 29 ans, le remplaçant de Brécourt, arrivé cette année. Lycas, c'est un rôle anecdotique, ce suivant du roi n'a qu'une réplique dans une seule scène de l'acte 2. Ah non, il ne fut pas joué par Monsieur de Brie, mais par Monsieur Prévost. Acte 1. Urial, prince d'Ithaque, avoue à son gouverneur Arbante qu'il aime la princesse d'Élide. Arbante en est ravi et encourage son protégé à se déclarer auprès de la princesse, ce qu'Urial a tenté de faire en employant Moron, serviteur de la princesse et citoyen d'Ithaque. Or, Moron arrive justement, mort de peur, et se disant poursuivi par un sanglier enragé. Après cette scène comique, les 3 hommes se dissimulent pour laisser passer la princesse et toute sa suite, ses 2 cousines et ses 2 soupirants. Les 2 princes sont convaincus d'avoir sauvé la vie de la princesse en ayant tué le sanglier, mais elle le leur reproche, se sachant parfaitement capable de se défendre seuls et affirmant ne rien leur devoir. Ils sortent et cette scène a donné une idée à Urial qu'il ne révèle pas encore. Premier intermède, Moron seul annonce qu'il aime Phyllis, et un échange bouffon avec un écho. Puis il rencontre un ours, montrant une fois de plus sa couardise, avant que la bête ne soit tuée par les chasseurs. Acte 2. La princesse profite du calme de la nature avec ses 2 cousines, et les 3 femmes débattent de l'amour. Une faiblesse inexcusable pour la princesse, une chose souhaitable et douce pour les 2 cousines. Moron entre pour être du côté des cousines, puisqu'il est tombé amoureux de Phyllis. Lycas introduit le roi d'Élide, la princesse supplie son père de ne pas le forcer à épouser quelqu'un, le roi la rassure de suite, mais lui avoue avoir organisé ses jeux pour qu'elle trouve un homme à son goût, et lui demande au moins d'être poli avec ses invités. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Les 2 soupirants avouent ne participer au jeu que pour elle, mais Urial joue la froideur, et déclare d'être là que pour le sport et qu'elle ne l'intéresse pas. Tu mens! Tu mens! Tu mens! Il ment! Restée entre femmes, avec Moron, la princesse est choquée de voir un homme lui parler sur ce ton. Elle déclare aller assister à la course et tout employer pour se faire aimer d'Urial pour mieux le mépriser ensuite. Deuxième intermède, Moron essaie de parler à Phyllis qui ne veut rien entendre. Elle s'enfuit et Moron essaie d'apprendre à chanter auprès d'un satyre. Acte 3. Cynthie apprend au public qu'Urial a gagné la course et que la princesse a tout fait pour le charmer. Les 4 femmes se retirent pour laisser passer Urial, Arbate et Moron. Le prince d'Ithaque est très amoureux et il a eu toutes les peines du monde à rester dans son personnage plein de froideur, mais Moron l'encourage à continuer. Ils sortent, sauf Moron, et la princesse lui demande des nouvelles d'Urial. Le serviteur accentue la colère de la princesse en la poussant à continuer à tenter de se faire aimer d'Urial. Urial et Arbate entrent et la princesse affirme au prince, dans une parfaite mauvaise foi, que si le refus de l'amour est acceptable pour une femme, il ne l'est pas pour un homme.
Euryale répond que rien ne touchera jamais son cœur, et que puisqu'elle avait toujours affirmé aimer la solitude, il allait la contenter en la laissant, ce qu'il fit. Bonjour. m'adresse pas la parole, hérétique, c'est bon! Tu sais, moi, pour moi, les femmes, j'aime pas ça, c'est de la saloperie. La princesse est furieuse et se décide à utiliser Moron pour qu'il parle d'elle à Euryale. Troisième intermède, Phyllis se fait courtiser par Tircis, qui lui chante des douceurs malgré l'arrivée de Moron, jaloux, et qui essaie ensuite de chanter. Phyllis prétend qu'elle préfère avoir un homme prêt à mourir pour lui. Ce que tu dis n'a aucun sens. Moron prétend se suicider devant Phyllis, mais bien sûr n'y arrive pas. Acte 4, la princesse annonce à Euryale qu'elle est enfin amoureuse, et qu'elle va épouser un de ses soupirants, Aristomène. Celle-là tout de même, je sais pas si je l'aurais tenté. Euryale est d'abord troublée, mais se venge en prétendant lui être amoureux d'Aglante et partir dessus demander sa main au roi. La princesse est maintenant jalouse. Arrive justement Aglante et la princesse la prie de ne surtout pas épouser Euryale. Ouais, c'est pas faux. La cousine accepte, même si elle ne comprend pas vraiment ce qu'il se passe. Aristomène débarque, tout heureux, convaincu par Euryale qu'il est aimé de la princesse. À moi? Mais la jeune femme le rabroue immédiatement, le traitant de crédule. Seule avec Moron, elle affirme qu'elle en mourrait si Euryale était à une autre qu'elle. Moron lui affirme qu'elle est amoureuse, mais elle refuse de l'entendre, et dans un accès de colère, elle chasse Moron pour toujours. Quatrième intermède, la princesse réclame des chants pour la consoler de son chagrin. Acte 5, Moron apprend sa disgrâce au roi et à Euryale, qui a demandé à Iphitas la main de sa fille. La princesse arrive, s'imaginant qu'Euryale est venue demander la main d'Aglante, et elle se jette à ses pieds pour empêcher ce mariage. Lorsque son père lui demande pourquoi, elle affirme haïr le jeune prince, mais le roi lui dit qu'en réalité, elle est amoureuse d'Euryale, et qu'il est venu demander sa main à elle, et non à sa cousine. Euryale avoue enfin son amour à la princesse, soulagée. Elle n'accepte pas encore le mariage et demande d'y réfléchir. Les deux princes arrivent, le roi leur offre les deux cousines en mariage, les deux princes acceptent, les bergers et bergères viennent faire la fête. Cinquième intermède, les bergers et bergères chantent l'amour, affirmant qu'un cœur ne commence à vivre que du jour qu'il s'est aimé. Fin de la pièce. Je donnerais volontiers tout ce que j'ai au monde pour avoir l'avantage d'en triompher. J'ai résolu de prendre un chemin tout contraire. Je vois trop que son cœur s'obstine à dédaigner tous ces profonds respects qui pensent la gagner. Et le dieu qui m'engage à soupirer pour elle m'inspire pour la vaincre une adresse nouvelle. Oui, j'aime mieux, n'en déplaise à la gloire, vivre au monde 2 jours que 1000 ans dans l'histoire. Seigneur, la déesse Vénus vient d'annoncer partout le changement du cœur de la princesse. Tous les pasteurs et toutes les bergères en témoignent leur joie par des danses et des chansons. Et si ce n'est pas un spectacle que vous méprisiez, vous allez voir l'allégresse publique se répandre jusqu'ici. Et je crois que d'un prince on peut tout présumer, dès qu'on voit que son âme est capable d'aimer. Mais madame, s'il était vrai que ce prince m'aima effectivement, pourquoi, n'ayant aucun dessein de vous engager, ne voudriez-vous pas souffrir? Parce que sur le papier, c'est pas logique. Non, non, tous les plaisirs se goûtent à le suivre, et vivre sans aimer n'est pas proprement vivre. Le prince d'Ithaque, madame, vient de m'assurer tout à l'heure que votre cœur avait eu la bonté de s'expliquer en ma faveur sur ce célèbre choix qu'attend toute la Grèce. On t'entend dans tout l'immeuble, alors tu te tais! Cet extrême plaisir, quand l'amour est extrême, de pouvoir d'un péril affranchir ce qu'on aime. Va, ma fille, avoue franchement la chose. Le mérite de ce prince t'a fait ouvrir les yeux, et tu l'aimes, enfin, quoi que tu puisses dire. Madame, le prince votre père vient vous trouver ici, et conduit avec lui les princes de Pyle et d'Ithaque, et celui de Mécène. La princesse d'Élide est non seulement une pièce de commande, dans un style qui n'est pas la spécialité de Molière, mais en plus une pièce inachevée. Contraint par un thème, les plaisirs de l'île enchantée, et par le manque de temps, cette pièce en 5 actes est assez courte si l'on accepte les ballets et les intermèdes. J'ai fait le choix de présenter les intermèdes dans mon résumé de la pièce, car Molière réussit ce qu'il avait plus ou moins échoué dans Les Fâcheux, inclure parfaitement les intermèdes dansés et chantés dans la pièce, faisant même avancer un peu l'intrigue, entre Moron et Phyllis par exemple. Choisir de représenter la pièce sans les intermèdes nous ferait passer à côté de moments très drôles. Car chassé de naturel, il revient au galop. Moron est un vrai personnage de commedia dell'arte. Très présent, il éclipse les autres personnages par ses bouffonneries, mais aussi par ses interventions dans l'intrigue en tant qu'agent double. Il sert la princesse, mais en réalité, il sert les intérêts du prince d'Ithaque.
Ainsi, il influence la jeune femme, aiguise sa jalousie et son envie, tout en donnant de bons conseils à Eurial. Comme la princesse, il n'est pas exempt de défauts. C'est un rustre et un couard. Dans les intermèdes, il essaie de changer, par amour pour Phyllis. Il tente d'apprendre à chanter, et il tente de ne pas avoir peur de la mort. Il échoue dans les deux cas, mais ses efforts méritent d'être salués. Cependant, la pièce ne s'appelle pas Moron, mais bien La princesse d'Élide. Comme dirait Chucky. Parlons-en Du personnage éponyme. C'est une princesse asexuelle, voire aromantique. Mais comme souvent au théâtre, ce sujet n'est pas pris au sérieux. C'est un aromantisme de façade. Elle n'a tout simplement pas encore trouvé le bon mari. Toute ressemblance avec ce qu'on sort régulièrement à une personne LGBTQ+, n'est pas une coïncidence. C'est un préjugé, hélas, encore d'actualité. La princesse est hors norme, et avec beaucoup de défauts, car refusant l'amour, elle ne doit donc pas être prise comme modèle par les spectateurs, d'où ses côtés antipathiques. Mais c'est le seul personnage qui évolue. Eurial, Arbante et Ephitas sont déjà parfaits, les autres personnages féminins n'apprennent rien. Contrairement à ces archétypes, cette jeune femme est finalement très humaine. D'autant que si l'action est censée se passer en Grèce antique, la pièce est écrite au XVIIe siècle, où les droits des femmes sont, pour être poli, limités. Comment ne pas comprendre cette jeune fille qui est parfaitement capable de s'assumer seule, de chasser seule, qui ne manque pas d'argent et qui n'a aucune envie de perdre sa liberté en se mariant, car épouser un homme signifie se faire gouverner par lui et ne plus rien posséder qui lui soit propre. Allô? Non mais allô quoi. Le modèle féminin du XVIIe est Madame de Scudéry, autrice très en vogue de l'époque, qui refusa toute sa vie de se marier. Oui, la princesse apparaît comme une enfant capricieuse qui veut le seul homme qui se refuse à elle. C'est le poncif du « suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis », allié au fameux « je te hais parce que je t'aime ». Mais peut-être le vieux Arbate avait-il raison. Eurial était déjà supérieur aux autres princes, donc peut-être aurait-elle été intéressée par lui sans qu'il joue sa comédie. Le public sait qu'Eurial fait semblant, mais il peut tout de même être touché par la façon dont la princesse se noie dans ses efforts, tout en essayant de se donner bonne conscience. C'est cette humanité et son évolution qui fait de la princesse d'Élide un bon personnage. C'est un des rares personnages principaux de Molière qui évolue, et c'est une des rares pièces qui ne finit pas par le mariage des deux protagonistes, mais plus par une promesse de mariage prochain. Nul doute qu'il aura lieu, mais plus tard, dans l'imagination des spectateurs. Cependant, la pièce se termine par un double mariage qui tombe comme un cheveu sur la soupe et dont on se fiche un peu. Les deux princes sont eux aussi des archétypes et renoncent quand même très facilement leur amour soi-disant indéfectible pour épouser deux princesses qui n'ont pas calculé toute la pièce. C'est quand même un comportement très étrange, non? Les deux princesses ne disent rien de ce mariage forcé. Le roi Iphitas, le même qui prétendait ne jamais forcer sa fille à rien, ne demande même pas l'avis à ses nièces. Elles ne sont ni plus ni moins qu'une monnaie d'échange pour une alliance politique avec les deux princes, et tout le monde trouve ça normal. Cette fin forcée est très out of character. Molière s'en fiche aussi, tellement qu'il n'a même pas pris la peine de dire qui finit avec qui. C'est dire à quel point ces personnages sont interchangeables. La fête des plaisirs de l'île enchantée va durer encore 5 jours, avec des jeux d'eau, des défilés où va participer le roi lui-même, déguisé en Roger, le héros retenu captif sur l'île, agrémenté de grands feux d'artifice. Bref, une fête somptueuse où Louis XIV n'a pas regardé la dépense. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, non. Les affaires marchent en ce moment. Le 12 mai, dernier jour des fêtes, la troupe de Molière allait représenter une nouvelle pièce en 3 actes, qui passa par la suite en 5 actes, le Tartuffe. Ce ballon d'essai allait-il confirmer son triomphe, ou cela allait-il lancer une nouvelle polémique 2 ans après l'école des femmes? Il faut le lire pour le savoir. Donc, pour séduire une fille, il faut lui faire croire qu'elle ne nous plaît pas. Dans la pièce, oui. Mais du coup, si on lui dit qu'elle nous plaît pas, elle va aller voir ailleurs. J'ai jamais dit que ça marchait dans la réalité, mais c'est une ficelle qui est exploitée dans beaucoup de livres, de films et de séries. Pour vous, ça marche en tout cas. Comment ça? Et si un cours ne nous plaît pas et qu'on a une mauvaise note, vous nous refaites travailler dessus. Ah oui, quand la réalité dépasse la fiction.